Dans l'immensité du continent américain, notre choix s'est porté sur un petit bout de terre, pas plus grand que la Belgique. À cheval sur 4 États, encadrés par 4 montagnes sacrées, se trouve le pays des Indiens Navajo. Ils ne sont que 150 000 à vivre sur cette terre d'une étrange beauté primitive, 150 000 hommes et femmes qui défendent bec et ongle leur culture et leur tradition. Car le peuple Navajo, après un siècle d'humiliation, a entrepris une reconquête à la fois spirituelle, intellectuelle et économique. Symbole de ce renouveau, les universités de la nation Navajo, où les étudiants apprennent la langue de leurs ancêtres. Plus qu'un symbole, c'est un véritable combat pour une autre vie que mènent ces Indiens aux grands yeux noirs. Le reportage est de Dominique Sansfourche, les images de Christian Gaume. Indian Center, Albuquerque, ambiance feutrée d'un musée aux allures de clinique. Sur présentoir, culture et tradition des Indiens du sud-ouest des États-Unis. « 200 km plus à l'ouest, bat le cœur de la nation Navarro. Notre tradition est si forte qu'elle sera toujours vivante. Bien longtemps après ma mort, bien longtemps après celle de mes petits-enfants, il y aura toujours une culture et une tradition Navajo. Les Four Corners, là où les frontières des 4 États, Colorado, Utah, Nouveau-Mexique et Arizona, se joignent à angle droit. Depuis 5 siècles, les Navajos occupent ce territoire, grand comme la Belgique. Sur la plus grande réserve indienne des États-Unis, vivent près de 150 000 Navajos, plus qu'une tribu, un peuple, une nation, avec une administration autonome, des ingénieurs, des hommes de loi et un président. This morning, when I rode through the parade,
And when you look at all of the people that lined up on both sides of the highway, it was really moving to see so many Indian people, so many Navajo people. And it was especially gratifying for me to see the young people, the beautiful faces, those nice black, white, beautiful eyes staring at you through the parade route. It really makes me feel happy, and that's how I know that the Indian culture is going to survive, and we're going to be living for many, many more years. L'histoire aurait pu s'arrêter là, au fond du canyon del Muerto, dont les parois renvoient depuis des siècles l'écho de tous les combats du peuple navarro. Le gouvernement américain, excédé par les accrochages incessants entre Indiens et colons, chargea Kit Carson d'aller rétablir l'ordre blanc. Ce rocher s'appelle le rocher de la forteresse Navarro. C'est le dernier bastion du peuple navarro. C'était en 1864. Nos ancêtres étaient retranchés au sommet de ce rocher et beaucoup ne sont pas redescendus. Ils sont restés là 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont capitulé, poussés par la famine. Ils ont été déportés. On a appelé cela le Grand Voyage. Le retour des Navarros sur leur terre après 2 ans d'exil marque la fin des hostilités entamées 200 ans plus tôt avec les premiers combats contre les colons espagnols. Les Navarros ont recoupé les traces des premiers Indiens du sud-ouest américain, les Anasazi, les anciens. Sous les voûtes de pierre, les ruines de leur village vibrent encore d'une vie paisible et sereine, brutalement interrompue. Les Anasazi ont disparu au XIIIe siècle, sans doute victimes d'une trop longue sécheresse. Dispersés, ils se sont fondus dans les autres peuples du Sud, Hopis, Zunis ou Indiens Pueblo, leur léguant leur science d'agriculteurs et de bâtisseurs. Venus du Nord, les Navarros ont pris possession de cette terre où les rochers prennent la forme des dieux. Selon la tradition, le peuple sacré leur a donné ce pays pour qu'ils y vivent heureux. Aux 4 coins de leur monde, les dieux ont placé 4 montagnes. Les Blancs les ont appelées Mont Blancos, Mont Taylor, Mont San Francisco, Mont Hesperus. De cet univers de roches et de sable, les Navarros tirent leur force et leur certitude. Ils veulent être en harmonie avec les puissances naturelles. C'est pourquoi je crois qu'en dépit de leur pauvreté, ils n'auront jamais faim. Ils sont liés à cette terre. Les anciens disent que le cordon ombilical que nous perdons à notre naissance est enterré dans un lieu sacré, un endroit très beau. C'est ce qui fait ce lien entre le Navajo et son pays. La mère terre garde à jamais une partie de lui-même.
Si je vis ici entre les 4 montagnes sacrées, c'est parce que toutes nos traditions, toutes nos plantes sacrées, tout ce dont nous avons besoin a été placé ici, entre les 4 montagnes. Vous vous sentez plus forte ici? Oui, je suis plus forte. Et chaque fois que nous quittons nos terres entre les 4 montagnes, ou chaque fois que nous y revenons, nous devons faire des prières. Quand Nellie James n'est pas secrétaire médicale à Kayenta, près de Monument Valley, elle aide sa mère à faire les récoltes de blé et de maïs, à filer la laine et tisser les tapis, des activités qui permettaient autrefois aux Navarros de rester indépendants économiquement. Autour des maisons préfabriquées, les hogans, les demeures traditionnelles réservées maintenant aux cérémonies. Plusieurs membres d'une même famille vivent ici, solidaires les uns des autres. Le taux de chômage atteint 35% sur la réserve. Ceux qui ne travaillent pas bénéficient d'importantes aides sociales allouées par l'administration Navarro. Grand pourvoyeur de fonds, le sous-sol de la réserve. Sous la terre aride, du gaz naturel, du pétrole, du charbon. En laissant les Navarros reprendre possession au fil des ans de la totalité de leurs terres ancestrales, le gouvernement américain ne se doutait pas qu'il cédait autant de richesses. La nation Navarro est propriétaire du sous-sol et les royalties versées pour l'exploitation des ressources naturelles se chiffrent par dizaines de millions de dollars. Sur le plan économique, les concessions minières ou pétrolières posent moins de problèmes qu'il y a 10 ans. Comment ça se passait il y a 10 ans? Le gouvernement américain avait négocié ces concessions en notre nom, à des taux extrêmement bas, quelques centimes la tonne. Et même quand les prix de l'énergie et du pétrole ont grimpé, nous percevions toujours quelques malheureux centimes pour chaque tonne produite. Quelques années après, le pourcentage des royalties était encore très bas, mais tout a été renégocié maintenant. Il est passé de 12,5% à 16%. Le partage des bénéfices a progressé dans les mêmes proportions. Malgré les réticences d'une partie de la population et sa crainte de voir ainsi rompu l'équilibre avec la terre-mère, les Navarros s'impliquent de plus en plus dans la gestion de ce patrimoine jusqu'à envisager dans un futur proche le contrôle total des ventes. Ici, la Peabody exploite à ciel ouvert le plus important gisement de charbon du sud-ouest des États-Unis. Plus de 800 Indiens travaillent sur les sites de Black Mesa. La compagnie est le plus gros employeur de la réserve. Elle reverse 32 millions de dollars par an à la tribu et doit également reconstituer les sols une fois le gisement épuisé. Mais les Navarros ont vite compris les dangers d'une économie basée sur l'exploitation de ressources non renouvelables. Sous la protection du mont Hesperus, l'une des 4 montagnes sacrées, s'étendent les terres de la Naipie, la grande ferme. Les produits qui sortent de cette ferme s'appellent la fierté Navarro.
c'est un label. Pour la nation Navarro, nous sommes un peu un fer de lance vers de nouveaux horizons économiques. Nous sommes maintenant en compétition avec le reste de la nation américaine. Nous avons commencé à 4 pattes, maintenant nous marchons. Nous avons atteint le niveau des grands marchés nationaux et internationaux. Compétitivité, profit, honneur, patrie, rock'n'roll et majorette. Les Navarros proclament haut et fort qu'ils sont fiers d'être aussi américains. Mais pourront-ils continuer à tenir leur incroyable pari, rester indiens face à la plus puissante société blanche? Si nous sommes assimilés à la société dominante, nous ne serons jamais plus un peuple unique. Nous serons une partie de la société et cette société ne nous acceptera jamais complètement à cause de la couleur de notre peau. La pierre angulaire de la philosophie Navarro, c'est de maintenir l'être humain en état d'harmonie. Il doit s'adapter à tout ce qui peut se produire dans son environnement. Plus que tout autre, les Navarros sont conditionnés pour vivre les changements que le monde leur apporte. À cause de cela, ils ont été capables de se mouler dans un monde qui bouge, contrairement à beaucoup d'autres cultures indiennes qui, elles, ont été détruites. Traduits dans 13 pays, les romans de Tony Hillerman mettent en scène 2 policiers navarros traquant les meurtriers sur le territoire de la réserve. 2 flics témoins des paradoxes de la société Navarro, semblables à ceux que l'on croise dans les couloirs de la police Navarro Nation à Window Rock. C'est sûr que les choses ont changé depuis le temps où j'ai commencé. Maintenant, il y a des gangs comme on en voit à New York, dans le Bronx. Les gens commencent à faire des trucs comme ça ici. Beaucoup de types tombent là-dedans par la musique, par la drogue, tout ça. Je pense que nous allons probablement perdre nos traditions. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Beaucoup de nos anciens sont désespérés parce que nous ne perpétuons pas la tradition. Ils disent que lorsqu'elle aura disparu, la Terre n'existera plus. Ma mère est très traditionnaliste, ma femme est très chrétienne. Il y a 2 parties dans ma vie. Elle ne croit pas à la tradition Navarro. Moi j'y crois et je crois aussi au christianisme. Il y a une cassure en moi, je vais dans 2 directions, mais ma tendance profonde, c'est de revenir à la tradition. Quand vous participez à une cérémonie, vous vous sentez plus en accord avec vous-même. Vous vous replongez dans cette culture en harmonie avec la nature, avec la terre-mère, le soleil, la nuit, le jour, toutes ces choses fondamentales. C'est une pointe de flèche. C'est un homme médecine qui me l'a donné. Parce que beaucoup me veulent du mal, physiquement ou mentalement. Il m'a dit de la porter tout le temps. Je le fais parce qu'elle a été consacrée au cours d'une cérémonie. C'est pour cela que je la porte. Elle me protège.
Sous le hogan de branches, les prières ont commencé. La cérémonie du Enmiway, une sorte d'exorcisme, va durer 3 jours. Mais nous n'en verrons que ces images. Les Navarros maintiennent farouchement leur tradition sacrée hors de portée des appareils photo et des caméras, persuadés de détenir là ce qu'ils ont de plus précieux. Précieuse également, la langue navarro, devenue maintenant langue écrite. Le Navarro Community College a été créé à la fin des années 60 pour tenter d'enrayer un dangereux processus. De plus en plus, les jeunes qui suivent durant toute leur scolarité des cours en anglais perdent l'usage du Navarro. Cet établissement pilote accueille chaque année 2000 étudiants à la fin de leur cycle d'études secondaires. Ils y reçoivent un enseignement basé sur les matières classiques, mais aussi sur l'apprentissage de la langue, de l'histoire et de la philosophie navarro. Ce qui nous entoure nous influence et se retrouve dans le langage. Nous devons apprendre notre langue parce qu'elle nous a été donnée par le peuple sacré. Nous devons nous en souvenir et savoir comment elle est arrivée jusqu'à nous, de génération en génération. Ici, j'essaie de transmettre par l'écrit toute cette histoire, toute cette relation. I think the increased interest in Native American cultures is rooted in. Je pense que notre intérêt croissant pour la culture des Indiens vient du fait que bien des valeurs de cette culture avaient été oubliées. Many of the Indian cultures that have been overlooked. Nous sommes en train de réaliser que ces valeurs étaient très fortes, notamment le rapport avec la terre-mère. Nous nous rendons compte à présent que ce qu'on peut appeler leur antimatérialisme, leur manque d'intérêt pour les possessions matérielles, est une idée très défendable dans un monde rendu malade à cause du matérialisme. Gravés depuis des millénaires sur les rochers ou chantés avec ferveur au cours des powwows, ces concours qui réunissent les danseurs de toutes les tribus d'Amérique, l'histoire que raconte l'Indien est immuable. C'est celle d'un monde où la pierre usée par le sable et le vent donne la mesure du temps, celle d'un équilibre heureux qui se perpétue, avec ou sans l'homme blanc.
Voilà, avant de nous séparer, il me reste tout juste le temps de vous rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, nous nous retrouverons non plus le dimanche, mais le samedi, à partir de 18h, dans un nouveau décor et avec un nouveau générique dont je vous réserve la surprise.